à toutes et à tous, bienvenue pour cet après-midi au Paris Air Lab, sur la scène du Paris Air Lab, la scène qui est dédiée au programme Femmes de l'aéro et du spatial. Donc on va parler de plein de choses. Un peu plus tard, vous allez pouvoir découvrir le profil d'Anne-Laure Michel, qui était pilote de chasse, qui est pilote de chasse et qui était commandante d'une base mythique, la base d'Istres. Mais avant ça, on va écouter une session de pitch. Alors l'innovation dans l'aéro, elle se conjugue également au féminin. L'énergie innovatrice, c'est le pavillon de l'innovation ici. Donc l'énergie innovatrice, elle vient aussi des femmes. Et aujourd'hui, elle ne représente que 27% de l'industrie. Donc c'est un réservoir d'innovation qui n'attend que de décoller. Aujourd'hui, nous avons l'avant-garde de cette innovation féminine qui, nous l'espérons, sera beaucoup plus élargie demain. En attendant, nous vous présentons aujourd'hui Pascaline Vrin pour Beyond Aero. Vous allez après écouter Florence Robin pour Limatech, Marie-Laure de Crescenzo pour Pure et Andréane Passarelli pour Videns. Et nous allons commencer tout de suite avec Pascaline Vrin. Allez-y. Je pense que vous pouvez l'applaudir. Okay. Bonjour à tous. Alors, moi, je vais vous présenter Beyond Aero, qui est un constructeur d'avions à propulsion électrique hydrogène. Nos équipes sont basées à Toulouse, évidemment, au cœur de l'écosystème toulousain et aéronautique français. Mais on a également des bureaux à Paris et à Los Angeles. Alors, notre vision, elle est assez claire, c'est que l'aviation sera électrique et que pour adresser ce challenge dans le futur, on va faire en sorte de rendre possible, certifiable et profitable le premier light jet à propulsion électrique hydrogène. Donc, je vous présente BYA-1, qu'on appelle aussi One, notre premier avion hydrogène électrique, qui est la première étape de notre mission. Alors, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on commence par la business aviation et pas par l'aviation commerciale dont on connaît tous les grands géants que sont Boeing et Airbus. Et vous vous dites que c'est sûrement parce que ça émet 10 fois plus de CO2 par passager que de l'aviation commerciale. Alors j'ai envie de vous dire oui, mais en fait, pas que. Pourquoi est-ce qu'on adresse ce marché ? C'est pour trois choses. La première, c'est que le marché, il existe. On va rencontrer une demande qui est existante et on ne va pas en créer une demande comme certains acteurs dans les Future Air Mobility font. La deuxième raison, c'est qu'on utilise une technologie qui existe aussi déjà, la technologie de la pile à combustible qui existe dans l'industrie automobile. On voit des piles à combustible de 1 MW qui sont aujourd'hui disponibles dans le commerce pour l'automobile et qui sont prêts à se développer dans l'aviation. Et la dernière partie, c'est que en fait, dans l'aviation, pour qu'un avion puisse voler, il faut qu'il soit certifié. Et la certification CS23, qui est la certification de l'aviation d'affaires, permet une entrée sur le marché vers 2030 et c'est assez réaliste comme proxy. On a parlé du marché. Maintenant, si on parle du produit, on ne va pas réinventer un avion. On va essayer d'adapter l'architecture de l'avion avec notre système de propulsion et toutes les contraintes qui vont avec. En fait, comme vous pouvez le voir, l'avion il reste assez traditionnel dans son design et son architecture. La seule innovation, c'est cette technologie électrique hydrogène qu'on va apporter. Donc, vous pouvez voir l'avion qui a un design un peu novateur, mais qui reste très conventionnel de ce qu'on connaît de l'aviation. Il pourra transporter 6 à 8 passagers et voler sur une distance jusqu'à 800 nautical miles, qui correspond environ à 1500 km.
cet avion nous permettra de couvrir 80% des routes de l'aviation d'affaires en Europe. Et ça monte jusqu'à 86% des vols aux US. Donc ça reste assez intéressant, comme je vous le disais, en termes de marché. Si on regarde un petit peu plus en détail comment ça fonctionne, en fait, l'hydrogène va être stocké dans les réservoirs, que sont les tanks. L'hydrogène va passer dans une fuel cell et va être converti par la suite en électricité qui va alimenter le moteur pour pouvoir voler, comme je disais, du coup, jusqu'à 800 nautical miles. On a designé l'avion et notamment les réservoirs d'hydrogène de manière à ce qu'il puisse voler sur cette distance. Et en fait, cette technologie, elle nous donne un avantage compétitif assez intéressant en termes de coûts. Deux coûts très très importants dans l'aviation, c'est les coûts de maintenance et les coûts de kérosène. Alors nous, on adresse les deux aujourd'hui. En fait, le moteur, enfin tout le système qu'on est en train de développer permet de supprimer les turbines et de réduire assez drastiquement le nombre de pièces en mouvement, ce qui réduit la maintenance et donc son coût. Et sur les fuels, sur le fuel, vous connaissez aujourd'hui le Sustainable Aviation Fuel, qui est des biofuels en fait. Et l'hydrogène donne un avantage assez compétitif en termes de coût, notamment le green hydrogène qui est fait à partir d'électricité. Cet avion, par le fait qu'il soit complètement repensé, permet notamment l'intégration de features, de safety features, qui sont très intéressantes et qui permettent d'avoir un avion qui est aujourd'hui très safe. On a vu le marché, on a vu le produit. Un mot rapide sur les infrastructures, parce que si on n'a pas l'infrastructure pour refuel l'avion ne pourra pas voler. C'est quelque chose qu'on a voulu dérisquer assez rapidement via des partenariats chez Beyond Aero et notamment un partenariat avec le groupe ADP. Vous voyez ici sur cette carte les sites existants aujourd'hui, les aéroports, les sites de production et les refueling stations. Et évidemment, c'est l'état des choses aujourd'hui qui va évoluer d'ici 2030 et ce qui donne aussi de perspectives assez intéressantes. Tout ce que je vous dis, c'est pas seulement de la fiction, c'est quelque chose qu'on a mis en mouvement. On a développé à Toulouse un lab qui a permis d'avoir la techno disponible pour 85 kW. Qu'on a intégré à un rétrofit, c'est un avion sur lequel on a changé le moteur et on l'a fait voler en mars 2024 et ça a été le premier vol hydrogène électrique sur le sol français. Et tout ça, c'est permis grâce à une équipe d'ingénieurs passionnés par l'aéronautique et qui continuent de travailler pour industrialiser l'avion qu'on a développé et que vous avez pu voir. Merci Pascaline, vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup. Surtout qu'on n'avait pas prévu normalement d'avoir un avion qui survole pendant votre présentation, mais c'est aussi ça, le Paris Air Lab, c'est d'avoir des vols imprévus. On va tout de suite écouter Florence Robin pour l'Imatech. Vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Bonjour à tous. Imaginez, un matin, vous vous réveillez et vous vous dites « Et si je déjouais les statistiques ? Et si je montais une entreprise ? Et si je la montais dans l'aéronautique ? Et pourquoi pas être une femme dans l'industrie ? Si on m'avait dit un jour que je monterais une entreprise, je pense que j'aurais probablement ri. Et pourtant, il y a des besoins. Et par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent, d'entreprises qui essayent en tout cas,
à certifier des batteries au lithium. Donc nous avons fabriqué des batteries au lithium pour l'aéronautique, pour le démarrage des moteurs thermiques. Boeing, Airbus ont souhaité mettre des batteries au lithium et peut-être que vous avez entendu parler des problématiques qu'il y a eu sur les Boeing du Japan Airlines en 2013 qui sont restés cloués au sol et je pense que vous savez tous que clouer au sol des avions, ça coûte très cher. Airbus ont réessayé après en 2019 parce que oui, il y a un besoin. Le besoin, c'est d'avoir des batteries moins polluantes, moins toxiques et plus légères pour remplacer les batteries au nickel-cadmium ou au plomb qui sont CMR, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques et lourdes. Mais c'est un réel challenge de réussir à certifier du lithium dans l'aéronautique. Et pourtant, nous étions 3 dans un grenier pour commencer. Quelles étaient nos chances de réussite? 0, non? Et je suis fière aujourd'hui de vous annoncer que nous sommes la première start-up à avoir réussi à certifier des batteries au lithium pour l'aéronautique grâce aux autorités européennes. C'est ça, déjouer les statistiques. 15% maximum. C'est le taux de femmes qu'il y a dans l'industrie. Quand j'ai voulu monter mon entreprise, donc ma start-up industrielle, à l'époque, on m'a dit que c'était un oxymore. Aujourd'hui, on en parle de partout. Et nous avons passé des étapes. Par exemple, les 5 années. Il faut savoir que seulement 1% des startups réussissent à passer les 5 années. Aujourd'hui, nous en sommes à 8. Autant vous dire que nous sommes centenaires dans le domaine. Mais il n'y a pas que de la R&D à financer. Il y a aussi une usine. Et alors, mes banquiers ont levé les yeux au ciel quand je leur ai expliqué que j'allais faire du financement participatif pour financer mon usine. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vous invite à aller regarder sur nos réseaux, le site internet, puisqu'on continue encore. Et après une très belle levée de fonds sur CrowdCube, nous continuons sur WeSeed. Il faut savoir que les femmes lèvent 2,5 fois moins que les hommes du financement. Et pourtant, en 2020, nous avons tenté l'EIC Accelerator, qui est un grand concours européen. Et nous étions 2000 startups à postuler. Il n'y avait que 3% de réussite au premier dossier et on nous avait dit 0% du premier coup. À tenter, on ne risque que de réussir. Nous avons réussi du premier coup. 4%. C'est le taux de dyslexie qu'il y a dans une classe, par exemple. 20%, c'est leur taux d'échec scolaire, dont je fais partie. Il faut savoir que c'est très difficile, la prise de parole, pour les personnes qui sont dyslexiques. Donc j'ai été pas mal aidée, accompagnée. Nous étions seulement 4 filles dans ma classe sur 100 personnes. Mais voilà, la difficulté, on l'accepte, on fait avec, et on a BFM comme entraînement. En 2019, j'étais ici, au Bourget, et j'ai fait une présentation devant un parterre de grands décideurs aéronautiques. La personne qui m'a tendu le micro, c'était le CTO de SpaceX. Je connaissais que la moitié de mon texte, c'était en anglais, et autant vous dire que j'ai terminé à peu près ici. S'il y avait eu un trou de souris, j'y serais allée. Bon, c'était un échec total. Et au final, 2 ans après, un partenaire majeur m'avait vu, m'a recontacté, et ça m'a permis de décrocher un joli partenariat. Donc comme quoi, l'audace, c'est d'y aller quand même, même quand les chances ne sont pas de notre côté. C'est d'avoir le culot de penser pouvoir déjouer les statistiques. C'est de tenter l'impossible parce que sinon on ne tente pas l'impossible, on ne saura jamais de quoi on est capable. Il faut croire en ses rêves. Par exemple, en innovant une technologie de pointe, en étant une femme dans l'industrie aéronautique ou en prenant la parole en public. L'audace nous pousse à réaliser l'impossible. Mais c'est ainsi parce qu'on ne savait pas qu'on, qu'on pouvait le faire, que finalement, on le fait.
La preuve, nous avons certifié des batteries pour l'aéronautique, des batteries au lithium, alors même qu'elles sont interdites en soute. 0% de femmes ont réussi à ce jour à lever des fonds en série C, ce qui arrive après A et B, c'est un certain montant. Eh bien, je suis là pour déjouer cette statistique. On m'a souvent dit que ce n'était pas fait pour moi, et pourtant, je suis faite pour ça. Tant qu'on avance avec détermination, les statistiques n'auront jamais le dernier mot. Merci. Merci Florence. On va tout de suite passer à Marie-Laure de Crescenzo pour Pure, parce qu'on a la patrouille de France juste après. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, comme vous le savez probablement, en 2015, à l'occasion de la COP 21, les nations sont engagées à limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés C. Et depuis, les États, certains secteurs industriels se sont engagés dans la voie de la décarbonation et mettent en œuvre des nouvelles pratiques, développent des technologies plus durables pour atteindre cette neutralité carbone à l'horizon 2050. Et aujourd'hui, il y a déjà des leviers pour décarboner. On voit ici, c'est un bel exemple de toutes les choses qu'on peut mettre en place pour décarboner. On parle de sobriété, on parle d'efficacité énergétique, on va parler de récupération, plein de choses qu'on peut mettre dans le quotidien, nous, en tant que citoyens, mais aussi dans les industries. Et un dernier pilier de cette décarbonation, c'est la captation de CO2. En fait, la captation de CO2 comme ça, c'est surtout sur les sources industrielles, ça va être en fait consister à récupérer des molécules de dioxyde de carbone qui sont émises par les industries et à les attraper juste avant qu'elles soient rejetées à l'air ambiant. Donc ça a l'air un petit peu de la science-fiction comme ça, mais en fait la technologie existe depuis des dizaines d'années. Mais que depuis ce temps, en fait, les nouvelles capacités de capture de CO2 elles ne sont pas installées. Donc on voit que la capacité de capture de carbone installée dans le monde reste assez faible et assez stable. Et si on veut atteindre la neutralité en carbone en 2050, il va falloir être capable de capter l'équivalent des émissions de CO2 de la Chine. Donc il y a du boulot. Et c'est pour ça qu'on est là. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les technologies de captation de carbone, aujourd'hui, qui sont matures, elles ont atteint leurs limites parce qu'elles sont énergivores, elles occupent beaucoup d'espace, il y a un impact au sol qui est énorme, et aussi, elles consomment de l'eau, et elles ne peuvent pas adresser toutes les installations industrielles. C'est pour ça que chez Pure Carbon Capture, on développe une solution. Donc, basiquement, ça fonctionne comme une hotte de cuisine. On va utiliser un matériau qui est ultra poreux, et en fait, qui va se comporter comme une éponge. Donc ce matériau, on va l'enduire comme sur des filtres et on va pouvoir récupérer les molécules de CO2 qui vont aller se coller dans notre matériau et après le flux d'air va être nettoyé de son CO2. Et donc notre solution, elle est compacte, elle utilise moins d'électricité, elle ne consomme pas d'eau et aussi elle permet d'une très très bonne capacité de capture du CO2. Donc on a commencé le développement de la solution en 2022. On était là-bas dans le coin avec un petit écran. Et depuis, on a testé à plusieurs échelles notre technologie. On est passé de la poudre à des essais un peu plus gros et on a réceptionné fin avril un gros démonstrateur qui va nous permettre de monter en maturité sur la technologie et démontrer que le système est efficace. Et ça va nous permettre, comme ça, de monter progressivement en complexité et en représentativité de ce qu'on fait. Et l'objectif, vous voyez, c'est d'appliquer notre solution sur toutes ces applications industrielles qu'on voit là. On était parti initialement sur des moteurs aéronautiques et aujourd'hui, on va adresser d'autres secteurs industriels parce que ce qu'on voit, c'est que les industriels, ils ont besoin non seulement de décarboner leurs produits, l'usage qu'on fait des produits, mais aussi la façon dont ils vont produire ces produits-là. Et donc, nous, on est parti, on était 4 à l'origine. Alors, vous voyez, on a un équilibre homme-femme qui est un petit peu particulier dans l'aéronautique. Moi, je suis directrice générale de la société. Et en fait, on était ingénieur chez Safran, on a gagné un concours interne. Et donc, ça nous a permis de développer en start-up, au sein de Safran, la technologie. Et donc, en fait, après avoir passé 15 ans à développer des roues et freins, des trains d'atterrissage, des moteurs, on a eu envie de s'engager différemment et d'être des acteurs du changement. Voilà. Et donc là, on a créé la société et on va lever des fonds pour sortir et continuer notre aventure.
Merci Marie-Laure et merci d'avoir respecté le timing brillamment. Vous pouvez l'applaudir également. Et la toute dernière de cette session de pitch, c'est Andriane Passarelli pour Videns. Vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Videns, c'est mieux prononcé. Allez-y Andriane. Pardon, excuse-moi. Bonjour. Donc, aujourd'hui, je vous présente notre projet. On est très fiers de faire partie du Airbus Central Innovation, le Startup Engagement Program. On fait partie de la première entreprise canadienne. On est parmi les 3 entreprises présentées à travers le site de Airbus qui nous rend très fiers. Le programme vise à adresser les problématiques d'affaires de manière accélérée. Puis ce qu'on souhaite faire, c'est d'élever le potentiel au niveau des innovations, que ce soit à l'interne chez Airbus, mais également à travers les startups qui permettent d'accélérer finalement ces innovations. Quelques mots sur Videns, qui nous sommes. Nous sommes une entreprise québécoise, spécialiste de la data et de l'intelligence artificielle. On est également une société à propriété féminine. On est une entreprise B Corp. Donc, ce qui nous différencie énormément, c'est tout ce qui est dans notre travail, la transparence qu'on met de l'avant. On travaille en annexe auprès des équipes d'Airbus. On a un aspect social qui est très, très important pour nous. La confidentialité des données, puis la sécurité des données est fondamentale dans notre travail. Puis également, au niveau de la diversité de nos équipes, on est non seulement à propriété féminine, mais on a également atteint l'égalité des genres à l'interne chez nos employés. Donc, quelques mots sur nos services. On est vraiment une approche bout en bout. On est les spécialistes de la data, que ce soit de la stratégie, de la création de solutions sur mesure jusqu'à l'industrialisation des solutions. Puis, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de vous présenter le projet Airbus pour aider l'équipe de planification à optimiser la livraison au niveau de leurs fournisseurs de cabines. Ce qu'il faut comprendre en termes de contexte d'affaires, c'est que Airbus a besoin de planifier sur le long terme en ce qui concerne au niveau des fournisseurs de cabines pour qu'eux-mêmes se préparent en amont. On parle de plus de 1 à 5 années de préparation pour l'investissement auprès de leurs ressources au niveau des investissements, au niveau des équipements. Donc, c'est fondamental d'avoir cette perspective-là. La raison pourquoi l'équipe de planification d'Airbus nous a interpellés, c'est qu'on devait répondre à 3 besoins précis. Donc, l'importation d'une source de données multiple. On avait besoin également d'enrichir l'évaluation au niveau des fournisseurs et de leur disponibilité, puis de créer des scénarios sur une perspective de 5 ans. Donc, c'est ce qu'on a réussi à faire. Puis, j'ai une citation au niveau d'un des collègues, un des membres Airbus. L'impact était remarquable en moins d'1 an. Donc, on en est très fiers. Puis, en fait, ce qu'il faut... ici, je vous présente un peu la solution. On a aidé l'équipe pour le A350 à avoir accès à la donnée en temps réel, d'être en mesure de monitorer et de prendre des actions basées sur les différentes fonctionnalités qu'on a développées en termes de simulation, que ce soit au niveau de la capacité, puis la visualisation de la demande, les changements de la demande en termes de simulation, puis la prédiction également, qui a amené justement un progrès pour l'équipe du A350. Puis ce qu'on a développé, c'est un algorithme qui permettait d'ajuster les prédictions pour s'assurer qu'on ait le bon fournisseur et qu'on soit en mesure de bien comprendre le nombre d'unités à produire pour la perspective 5 ans. Donc, aujourd'hui, si ça vous intéresse, nous, on est experts aussi côté stratégie en intelligence artificielle. Si vous voulez scanner le code QR, en fait, c'est un outil qu'on utilise, que ce soit dans nos projets avec Airbus ou avec d'autres. C'est toute la compréhension de 360 sur où est-ce qu'on se situe actuellement en termes de qualité et de valorisation des données dans votre entreprise. Donc, je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup, Andréane. Je pense qu'on peut applaudir toutes les 4 pitcheuses qui viennent de prendre la scène cet après-midi. On ne peut pas prendre de section de questions parce qu'il va y avoir la patrouille, donc les Alpha Jets de la PAF qui vont faire une démo dans 2 minutes. Donc on va vous laisser en profiter. On a légèrement décalé la session d'après à 16h. Donc si vous voulez venir écouter et poser vos questions à Anne-Laure Michel, qui est pilote de chasse et qui était commandante de la base d'Istres, revenez à 16h. En attendant, si vous avez des questions pour nos pitcheuses, elles sont là. Donc n'hésitez pas à aller les voir, à aller poser vos questions à la pause. Et on se retrouve vers 16h. À tout de suite.